De retour chez vous pour Viva Événement en version française. Bonsoir à tous et bienvenue à nouveau. Dans les actualités de ce soir, les arrestations arbitraires se multiplient en dénoncer les jeunes regroupés au sein de la Gen Z qui sont descendus à Mbuzatuvu aujourd'hui. Ces jeunes poursuivent toujours leur mouvement affirmant faire partie de ceux qui ont contribué à porter l'actuel régime au pouvoir. Ils ont également souligné que la corruption règne en maître au sein de la justice et exige son éradication rapide. Ils ont aussi évoqué la question du recrutement des militaires, notamment le recrutement par réengagement. Anienne, Martina et Yves Janel ont couvert leur manifestation aujourd'hui. Est-ce vraiment le changement que nous avons réclamé sur la place publique? C'est la question que se posent les jeunes regroupés au sein de la Gen Z. C'est notamment ce qu'ils ont inscrit sur les pancartes qu'ils ont brandies ce matin à Mbuzatuvu. Les revendications se poursuivent et les jeunes de la Gen Z continuent leur manifestation pacifique dans la rue. Ils ne reculent pas malgré les arrestations en cours et ils ont également affirmé aujourd'hui que les arrestations arbitraires règnent actuellement à Madagascar. Les objectifs fixés par les jeunes ne sont pas encore atteints au vu de la situation actuelle. De nombreuses plaintes s'élèvent face à la conjoncture et l'un des secteurs les plus problématiques reste la justice, selon les membres de la Gen Z aujourd'hui. En outre, ils affirment également que le recrutement des ex-militaires est lui aussi dominé par la corruption. Des militaires ayant terminé leur service mais n'ayant pas encore été intégrés au sein de la fonction publique étaient présents sur place aujourd'hui pour soutenir les jeunes de la Gen Z. Ces jeunes ne comptent pas s'arrêter et continueront leur lutte, ont-ils encore réaffirmé aujourd'hui. La mobilisation sera toutefois suspendue samedi prochain pour des raisons d'organisation interne. En effet, ces jeunes de la Gen Z ont déclaré que les manifestations à travers tout Madagascar cherchent de nouveau à parler d'une seule voix. Poursuivant dans cette page politique, Paul Rabar, ancien ministre de l'Éducation nationale en 2018, a été placé en détention provisoire à Antanmour. L'ancien secrétaire général du ministère du Tourisme, Yves-Maurice Rakoutinienne, a quant à lui été envoyé à Tiefa à la suite de leur comparution devant la justice en début de semaine. De même que plusieurs autres politiciens sympathisants de l'ancien régime et aussi des opérateurs économiques, ils sont poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, complot et préparation en vue de la création d'associations de malfaiteurs. Dans les actualités de ce jour également, le nombre de personnes atteintes du Mpox à Madagascar ne cesse d'augmenter actuellement selon les statistiques officielles publiées. 35 nouvelles personnes ont encore été confirmées porteuses du virus le 15 mai dernier. Le nombre total de cas confirmés de Mpox à Madagascar s'élève ainsi à 1568 entre le 18 décembre 2025 et le 15 mai 2026 sur 2336 tests effectués. Parmi elles, 1204 sont déjà guéris tandis que 4 personnes sont décédées. Cette épidémie continue de se propager, toujours selon le rapport officiel, puisqu'elle est désormais présente dans 54 districts. Page fait divers, 9 bâtiments abritant des commerces, des salons de coiffure et des habitations par un incendie ce matin à Antananarivo et Mbilbé dans la région d'Iana. Les pertes sont estimées à 32 millions d'ariars en raison des marchandises détruites dans les bâtiments sinistrés. Selon les premières informations, l'incendie a pour origine de l'huile utilisée pour la cuisson de pain ou beignets qui se serait enflammée. Le point avec Anienne Martina. Des images impressionnantes ont circulé ce matin sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. L'incendie qui s'est déclaré à Mbilbé s'est propagé à proximité immédiate d'une station-service, provoquant de vives inquiétudes. D'après les sources, le feu serait parti d'une huile de friture utilisée pour la préparation de pain qui se serait enflammée. La maîtrise de l'incendie a été difficile, toutefois les habitants se sont mobilisés pour tenter de limiter les dégâts. Malgré leurs efforts, d'importants dommages matériels ont été enregistrés. De nombreux biens sont partis en fumée. 9 bâtiments ont été touchés, comprenant des commerces, des salons de coiffure ainsi que des habitations. Au total, les dégâts matériels sont évalués à 32 300 000 ariars, montant correspondant aux pertes causées par cet incendie survenu à Antananarivo et Mbilbé. Les victimes de ce sinistre lancent un appel à la solidarité et sollicitent l'aide des personnes de bonne volonté.
Page économique, pour continuer ce journal de ce soir, les adaptations de pièces de voitures réalisées localement sont fiables. Selon un mécanicien d'un garage 6 à Itos où nous avons effectué une enquête aujourd'hui, elle serait même plus résistante que certaines pièces importées. Toutefois, une adaptation exige du savoir-faire et de la créativité, selon les témoignages rapportés sur les images de Yves Janel. Camion Tata 1617, un véhicule fabriqué dans les années 1980, c'est ce camion qui a été pris en charge aujourd'hui dans ce garage situé à Itos. La première tâche des 4 mécaniciens est d'identifier les problèmes affectant le véhicule. D'après son propriétaire, les freins ne fonctionnent plus. L'intervention est difficile, il a été constaté que les freins installés sur ce camion ne sont plus adaptés à sa charge. La pièce de rechange pour le camion Tata 1617 est introuvable. Les mécaniciens sont donc obligés de procéder à une adaptation. C'est un travail manuel qui combine savoir-faire technique et surtout créativité. On passe alors à l'adaptation. Il faut d'abord déterminer les dimensions et le poids. Ensuite, la pièce passe par le travail du métal avant d'entrer dans la phase de création. L'objectif de Ranest est de produire un bon travail, une pièce fiable même si elle n'est pas usinée. Cela fait déjà de nombreuses années qu'ils réalisent ce type d'adaptation. Et cela ne concerne pas uniquement les camions. Pratiquement tous les types de véhicules peuvent faire l'objet d'une adaptation. L'avantage, il est d'ordre financier. Une adaptation peut coûter jusqu'à la moitié du prix d'une pièce neuve. 3 poids lourds passent chaque jour dans ce garage à Itos. Même si le travail est dur et difficile, on en apprend chaque jour, selon Ranest. Si l'épreuve EPS ou éducation physique et sportive est obligatoire pour les candidats au baccalauréat, elle ne l'est pas pour les candidats au BEPC. Toutefois, les établissements scolaires continuent de développer chez les élèves le goût du sport de la maternelle jusqu'au lycée. Reportage sur les images de Daran Jianso. L'éducation physique et sportive ou EPS fait pleinement partie du parcours éducatif des élèves. Cette discipline occupe une place importante dans leur formation et son apprentissage à l'école est considéré comme essentiel. Afin d'inciter les élèves à aimer davantage le sport, les écoles mettent en place différentes stratégies, notamment l'organisation de petites animations et activités ludiques. Les élèves sont également préparés dès le début de leur scolarité à cette matière dans le cadre des examens, avec plusieurs options qui leur sont proposées lors des épreuves officielles. Dès le début de leur parcours scolaire, les élèves sont initiés aux disciplines sportives qui seront amenés à pratiquer lors des examens du BEPC et du baccalauréat. L'épreuve d'EPS n'est pas obligatoire pour les candidats au BEPC, elle constitue une matière facultative apportant des points supplémentaires. En revanche, elle est obligatoire pour les candidats au baccalauréat. Puisqu'on parle de sport, les Barrias de Madagascar disputeront 2 matchs amicaux dans le cadre de la fenêtre FIFA du mois de juin prochain selon l'annonce faite par la Fédération malgache de football. La première rencontre opposera les Barrias au Maroc le 2 juin prochain au stade Moulay Abdellah à Rabat. Le second match se tiendra le lundi 8 juin et verra Madagascar affronter l'Ouganda au stade de Marrakech. Ces 2 rencontres s'inscrivent déjà dans la préparation de l'équipe nationale malagasy en vue des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Cannes 2027. Par conséquent, la liste des joueurs convoqués pour ces rendez-vous devrait être dévoilée prochainement. Toujours dans cette page sportive, les organisateurs continuent d'encourager la participation des entreprises de presse au tournoi sportif intermédiaire Irai Enakiand qui se tiendra le samedi 6 juin au stade Barria Mamassen. Des mesures d'allègement des frais d'inscription ont été mises en place pour les participants d'Antananarivo, tandis que la participation est totalement gratuite pour les représentants des régions. Reportage de Anienne Martina et Yves Janel. À 3 semaines de la date prévue pour la rencontre amicale intermédiaire,
Iranians, les organisateurs affirment que les préparatifs sont entièrement finalisés. Intermédia est une compétition sportive réunissant les entreprises de presse de Madagascar. L'événement s'inscrit également dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Quelques modifications organisationnelles ont cependant été apportées, notamment une réduction des frais de participation. Les organisateurs lancent encore un appel aux responsables des médias afin qu'ils encouragent leur entreprise à prendre part à l'événement. Ils se montrent toutefois fermes concernant le contrôle des mercenaires, c'est-à-dire les participants qui ne sont pas employés dans des entreprises engagées. Les compétitions, notamment le basket, le foot et la pétanque, seront arbitrées par des officiels professionnels issus des fédérations respectives, selon les explications fournies. La date des intermédiaires Iraniens 15 reste inchangée. Rendez-vous le 6 juin prochain. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales de ce soir. Le chef de la branche armée du Hamas a été tué dans la bande de Gaza, ont annoncé aujourd'hui l'armée israélienne et le mouvement islamiste palestinien au lendemain d'une frappe l'ayant visé. Le point de la situation avec France 24. Un immeuble résidentiel de 5 étages, dévoré par les flammes dans l'ancien quartier prospère de Rimal, au cœur de Gazaville. C'est ici que se sont abattues cette nuit plusieurs frappes israéliennes. Les gens étaient en sécurité chez eux. Il n'y avait ni Hamas, ni Fatah, ni organisation. L'immeuble était plein d'enfants et de femmes. Il y avait des personnes déplacées. Des enfants brûlent vifs et des femmes brûlent. Plus loin, en pleine rue, une voiture également prise pour cible. Où est le cessez-le-feu? Nous mourrons chaque jour. Ils viennent de tirer sur une voiture. Au nom d'Allah, arrêtez la guerre. Elle n'est pas encore terminée. Des dizaines de blessés, évacués et transportés à l'hôpital. Plusieurs morts, dont au moins un enfant, alors qu'un très fragile cessez-le-feu reste en vigueur depuis octobre dernier. Il y a de nombreux disparus, victimes et blessés. Des centaines de citoyens vivaient dans cet immeuble. Le missile a été tiré sans aucun avertissement préalable. Ces frappes ciblaient Ezzedine Al-Haddad, le commandant de la branche militaire du Hamas. Il serait, selon le ministère de la Défense israélien, l'un des cerveaux de l'attaque du 7 octobre. Il a maintenu nos otages dans des conditions de captivité brutale, a orchestré des attentats terroristes contre nos forces et a refusé de mettre en œuvre l'accord proposé par le président américain Donald Trump visant au désarmement du Hamas et à la démilitarisation de la bande de Gaza. Depuis le cessez-le-feu d'octobre, plus de 850 Palestiniens ont péri dans des frappes israéliennes. Côté israélien, 4 soldats ont été tués par des militants au cours de la même période. Le Hamas, lui, ne communique pas sur le nombre de ses pertes parmi ses combattants. Le gouvernement de Taïwan a réaffirmé aujourd'hui que l'île était une nation indépendante en réponse à la ferme mise en garde du président américain Donald Trump à l'issue de sa visite à Pékin et rappelé les États-Unis à leur engagement en ce qui concerne les ventes d'armes à Taïwan. France 24. Ces dernières heures, les mises en garde se succèdent entre les États-Unis, Taïwan et la Chine. Dernière en date, celle de Taïwan. Samedi, son gouvernement a tenu à réaffirmer haut et fort que l'île est une nation indépendante. Après avoir remercié Donald Trump pour son soutien diplomatique et militaire, Taipei a aussitôt rappelé l'engagement américain sur les ventes d'armes entre les deux pays. Les ventes d'armes entre Taïwan et les États-Unis ont toujours constitué une pierre angulaire de la paix et de la stabilité régionale. Une situation contenue dans le Taiwan Relations Act. Il n'y a eu aucun changement de politique, comme la partie américaine l'a souligné à plusieurs reprises en insistant sur le fait que leur politique à l'égard de Taïwan n'a pas changé. De même, notre position sur les ventes d'armes n'a pas changé non plus. Un rappel qui intervient après un avertissement de Donald Trump à l'issue de son voyage officiel en Chine. Le président américain avait mis en garde vendredi Taïwan contre toute proclamation d'indépendance. La politique américaine à l'égard de l'île repose sur un équilibre délicat. Washington ne reconnaît pas officiellement Taïwan comme un État indépendant, mais reste tenu par la loi de lui fournir les moyens de se défendre.
La Chine, elle, considère l'île comme l'une de ses provinces. Vendredi, Donald Trump a semblé ne pas vouloir contrarier le président chinois à ce sujet, admettant que Pékin puisse rejeter toute volonté taïwanaise d'indépendance. Il ne s'agit pas d'une annexion. Les Chinois ne veulent tout simplement pas que Taïwan, disons cet endroit, car personne ne sait vraiment comment le définir, devienne indépendant. Ils ne veulent pas de ça. La veille, le président américain avait fait face à une mise en garde de son homologue Xi Jinping sur un risque de conflit entre la Chine et les États-Unis dans ce dossier taïwanais. La Maison-Blanche, de son côté, souhaite que Pékin fasse pression sur Téhéran, autant pour faire avancer les négociations de paix que pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Et pour clore cette page internationale, alors que des dizaines de milliers de personnes se réunissent à Londres cet après-midi pour des manifestations d'extrême droite et de soutien à la Palestine, quelques 4000 policiers sont déployés pour maintenir l'ordre, une mobilisation sans précédent ces dernières années. Toujours un reportage de France 24. Cela fait 20 ans que Tommy Robinson, de son vrai nom Stephen Yaxley Lennon, s'est fait connaître dans les milieux de l'extrême droite britannique. Mais il est devenu ces dernières années l'un de ses activistes les plus influents. En septembre 2025, il a rassemblé à Londres près de 150 000 personnes selon la police. Il affirme, lui, qu'ils étaient plutôt 3 millions dans les rues. Faites du bruit pour la Grande-Bretagne! Son mouvement, Unite the Kingdom, dénonce l'immigration et l'influence de l'islam, avec comme coupables désignés les élites politiques et médiatiques. Ils nous attaquent, ils nous calomnient, nous diabolisent et même nous emprisonnent. Ancien hooligan du club de Luton Town, plusieurs fois condamné par la justice, Tommy Robinson, 43 ans, s'autoproclame journaliste. Il a été condamné notamment pour diffamation, fraude, violence et troubles à l'ordre public. Et malgré ces scandales à répétition, ses nombreuses condamnations en justice et ses séjours en prison, il galvanise les foules pendant les rassemblements comme sur les réseaux sociaux où il cumule près de 3 millions d'abonnés sur YouTube et sur X. La Grande-Bretagne se réveille enfin, on attendait ça depuis des décennies. Ils ont fait paniquer tout le monde. Maintenant, le peuple britannique n'a plus peur et ça, c'est pour toujours. Le patriotisme est notre avenir. Tommy Robinson se présente comme le défenseur de la liberté d'expression. Et si son mouvement n'est pas affilié au parti anti-immigration Reform UK de Nigel Farage, il bénéficie de son soutien implicite, ainsi que celui du camp MAGA aux États-Unis et de nombreux mouvements d'extrême droite dans le monde. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Restez avec nous pour la suite du programme. Je vous remercie. Très bonne soirée à tous. Au revoir.